8h10 sur les ondes de Radio Galère. On ouvre notre chapitre consacré à la culture et à un projet en tout cas dont on a vraiment aimé, et donc on voulait vous le faire partager sur les ondes de Radio Galère. On a le plaisir de recevoir monsieur et madame Agnès qui sont avec nous. On va recevoir évidemment nos deux invités du jour pendant près de 30 minutes. On va d'abord vous saluer. Nous avons monsieur Agnès Bernard qui est avec nous, accompagné de son épouse Josiane Agnès. On va vous saluer. Bonjour Bernard. Bonjour. Voilà, merci d'être avec nous et bonjour Josiane. Merci, bonjour. Voilà. On est ravis de vous accueillir. On va vous présenter. On a une petite demi-heure avec vous pour parler notamment de votre passion pour l'écriture. Vous, Bernard Agnès, qui a écrit déjà 3 romans. On aura l'occasion d'en parler évidemment. Marseille. Pas que l'écriture, hein, parce mais pas que, j'y viens. Une palette formidable. Tout à fait, mais j'y viens. Marseille la Blanche, Bracelet d'écume et donc Voleur de rêves. Vous êtes 2 professeurs de français à la retraite, 2 professeurs passionnés de théâtre. À l'époque, notamment, vous avez accompagné vos classes théâtre de manière respective, chacun avec son entité, son identité aussi artistique. Il y a eu des trucs très sympas, notamment, par exemple, vous avez reçu le premier prix pour la BD au prix, c'était Angoulême, je dis pas de bêtises. Angoulême. Voilà. Festival de BD d'Angoulême. Voilà, qui est reconnu d'ailleurs, qui est un très beau festival. Au premier festival, voilà, très bien. Vous êtes donc des passionnés de théâtre. Bernard, vous avez donc écrit, notamment depuis, vous avez approfondi votre passion pour l'écriture avec vos 3 romans. Ouais. Il y a des adaptations théâtrales. Dans un premier temps, je m'adresse à vous et je commence par vous, Bernard. Je suis pas galant, mais c'est vous l'écrivain aujourd'hui. Parlez-nous un petit peu, notamment, de cet amour et de cette passion que vous avez pour l'écriture et pour le théâtre. En tout cas, ça c'est important. Il y a plusieurs choses à dire vous concernant, mais dans un premier temps, voilà, connaître un petit peu votre amour pour ce théâtre et pour l'écriture, Bernard Agnès. Bien. D'abord, il faut savoir que je suis quelqu'un d'extrêmement timide, et c'est pour ça, je crois, que je suis venu à l'écriture. Quand j'étais élève, même quand je connaissais les réponses aux questions, je n'osais pas répondre, j'avais pas envie qu'on me regarde et tout ça. Mais lorsque c'était la récitation, à tous les coups, j'avais 20, j'étais toujours premier. Parce que j'étais le seul à mettre le ton, comme on disait à l'époque. Donc j'étais le loup, j'étais l'agneau, j'étais la cigale, j'étais la fourmi. Le garçon, la fille. Et maintenant, quand j'écris, eh bien, je deviens chacun de mes personnages. Je peux être un homme, une femme, un ado, une ado, et j'ai le même langage, la même psychologie de chacun de mes personnages. Ils sont très variés, ils sont très reconnaissables chaque fois à cause de ça. Voilà. Alors, est-ce que malgré tout, dans l'ensemble de votre écriture, il y a une certaine proportion de votre vie personnelle où vous mélangez l'imaginaire avec le vécu? Un amour pour Marseille aussi, parce que Marseille est en vous. Voilà. D'abord un amour pour Marseille, mais c'est écrit en grande partie à partir d'éléments de ma vie. Par exemple, pour Bracelet d'écume, je me suis aperçu, quand je l'ai relu des mois plus tard, je me suis dit, mais bon Dieu, mais en fait, c'est ton enfance que tu as raconté, disons, à un 2e ou un 3e niveau. C'est toujours à partir d'éléments que j'ai vécu ou qui m'ont touché, que j'écris. Voilà. C'est souvent le cas, mais en effet, le témoignage, en tout cas l'expérience qu'on a vécue au sein de la jeunesse, nous laisse des souvenirs parfois gravés à tout jamais. C'est un peu comme la fameuse Madeleine de Proust, on a des souvenirs qui peuvent revenir. Et vous, en tout cas, Bracelet d'écume, c'était dans cette optique-là. On peut rappeler les 3 romans, et puis à des dates charnières aussi, parce qu'au final, par exemple, Voleur de rêves, il est tout récent, hein, il date de l'année dernière. Donc, de cette année, je viens à peine de le finir. Oui, exactement. Donc parlez-nous un petit peu justement, et souvent avec Marseille, hein, ça c'est important. Ouais. On va rappeler les éditions, on va rappeler également où c'est qu'on peut trouver vos romans, mais il y a en tout cas cet amour pour l'écriture, et notamment raconter votre passé, raconter vos expériences. D'abord quelques expériences liées à l'école qui m'ont marqué. À La Ciotat, les élèves de 6e avaient tellement aimé la pièce qu'on avait étudiée de Molière, Le Malade imaginaire, que je leur ai proposé d'écrire la suite. Donc ils ont écrit, ils ont mis en scène, ils ont joué.
Ça a tellement plu qu'il a fallu faire 3 représentations. Et du coup, la prof d'art plastique, ça lui a tellement plu aussi qu'elle m'a dit, j'ai inscrit au concours comment ça s'appelle déjà, de La Rochelle, au concours de... Je ne sais pas ce que tu veux dire. D'Angoulême. D'Angoulême, le fameux festival de la BD notamment. Voilà. Elle m'a dit, j'ai inscrit la classe là, est-ce que tu veux participer avec moi? Et donc, j'ai participé avec elle, et c'est comme ça qu'on est arrivé à gagner le premier prix. Parce que l'adaptation théâtrale aussi, c'est aussi une force et un désir que vous avez eu, vous, Bernard, vous également, Josiane, en tant que professeur, en tout cas, cette passion pour le théâtre, d'inculquer, d'adapter et de faire découvrir. C'est un peu ça l'idée, je m'adresse à vous deux, et à vous, Josiane. Oui. Pour la classe théâtre, on a travaillé chacun de notre côté. Lui au collège Monticelli avec ses élèves, et moi au collège Sylvain Menu avec les miens. Et donc, on a réuni après les élèves pour faire la représentation dans mon collège, parce que justement, il y avait un amphithéâtre avec la scène. Et on était accompagnés par l'actrice Cécile Auclair, et puis une autre aussi qui s'appelle Isabelle Pan. Voilà, donc c'était vraiment une révélation pour nous de faire ça. Cécile Auclair, pour ceux qui n'imaginent pas, c'est cette actrice qui jouait notamment dans les filles d'à côté, qui a joué dans Père et Mère, qui était extrêmement connue d'ailleurs à l'époque, et il me semble que c'est une de ces filles que vous avez eues au collège. Oui, elle s'appelait Tabata. Voilà, vous avez vu, elle était très douée pour le théâtre, elle aussi. Ah ben voilà. On a bossé les dossiers, on a les éléments. Donc là aussi, cet amour pour le théâtre. Un mot également aussi sur votre parcours, parce que vous êtes, j'allais dire, presque professionnalisé dans l'écriture et dans le théâtre. Vous êtes évidemment vous étiez rattaché au ministère de l'Éducation, mais vous avez approfondi aussi le cursus un peu plus tard, Bernard Agnès. Disons que moi j'ai fait des études de théâtre à la faculté d'Aix. J'ai un doctorat de 3e cycle de théâtre. Et quand j'ai commencé à enseigner, j'ai compris très vite que je ne serais pas un prof comme les autres. Pour moi, c'était un costume, prof, c'était un déguisement. Je me disais, tu ne peux pas être comme tous les autres, assis derrière ton bureau ou devant le tableau. C'était pas à la base un métier pour moi qui suis si timide. Donc, je faisais mettre les élèves par équipe, de 2, 3 ou 4. Ils arrangeaient les tables et les chaises à leur façon. Ils se regroupaient par affinité. Et après, moi, je passais dans les groupes. Ils avaient des questions, ils devaient répondre. Je passais dans les groupes et je les guidais, je les conseillais, etc. Parfois, je m'asseyais au milieu d'eux, je passais d'un groupe à l'autre. Et il y avait vraiment un échange. Vous êtes un professeur rêvé, quoi, c'est ça. Un professeur comme tous les étudiants, les élèves voudraient avoir dans sa classe. Et être seul face à 30 ados, je ne me sentais pas. Donc je les ai fait mettre par équipe. C'est pareil que quand on a rendez-vous avec environ 50 parents d'élèves, lorsqu'il y a les rendez-vous parents-prof. Oui, ça fait partie du jeu, évidemment. Alors, je me mettais dans la peau du prof, j'endossais le costume et je faisais mon show. Et il arrivait, quand je sortais après, que j'avais fini, que les parents m'applaudissent. Ça, c'est jamais arrivé à ma connaissance. C'était un rôle théâtral, en tout cas. Finalement, presque. Je crois que j'étais fait pour le théâtre, pour être comédien et pour raconter des histoires. Alors, juste, votre épouse a exprimé sa timidité, etc. Est-ce que vous aussi, vous avez cette part de réserve? Est-ce que parmi les étudiants que vous avez fait faire du théâtre, etc., vous avez remarqué que beaucoup de personnes étaient timides et que c'était un moyen pour eux d'aller au-delà? Exact. Et qu'il y avait du talent aussi. Oui. Et c'est pour ça, je crois que j'ai continué, parce que ça les a tellement transformés. Moi, j'avais par exemple un élève, il bégayait. Et chaque fois, il voulait être volontaire. Moi, je l'évitais. Et puis finalement, je l'ai désigné. Miraculeusement, il bégayait plus. Ouais. Et quand il s'est arrêté, tout le monde l'a applaudi. Alors, il était renfermé dans un coin au fond de la classe. Et du coup, tout le monde l'a applaudi. Et il a commencé à s'intéresser aux études et tout ça. Et les plus timides se lâchaient. Et je me suis dit, on est pareil finalement.
Oui, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui masquent leur timidité au travers de cette activité, quoi. Hein, ouais. Et vous, la timidité, vous apportez jusqu'à l'Italie. Oui. Hein, vous avez eu l'occasion de voir ce beau pays. Expliquez-nous pourquoi. Très jeune. Des voleurs de rêve. Bon, c'est sur cette région du monde. Disons que la vie avec les parents était devenue complètement insupportable. On avait 18 ans. À l'époque, on était mineurs puisqu'on était majeur à 21 ans. Oui, c'était un autre temps. C'était un autre temps. Tout à fait. Alors, on a fait croire à nos parents qu'on partait en colonie de vacances. Et on a pris tout un tas d'affaires comme si on partait en vacances. Arrivé à Gênes, on a tout mis à la consigne. On a gardé juste un sac, un duvet, quelques hardes comme ça, un t-shirt, jean, tout ça. Le minimum requis. Le minimum requis. En stop, voilà. Et on a fait du stop. C'était le temps du stop. On a fait du stop pendant 2 mois et moi je m'amusais à les compter. On a eu 150 personnes qui nous ont pris pendant 2 mois. 150. Je suis pas sûr que ça serait le même cas actuellement parce qu'il y a un peu plus de méfiance. Il y avait des voitures, il y avait des scooters qui nous ont pris, il y avait un tracteur, il y avait... une charrette avec des ânes. Des triporteurs. Charrette avec des ânes. Il y avait même un bonhomme, un jeune qui était derrière le scooter. Et même un qui nous a dit, il pleuvait en plus, vous n'avez pas peur de la voiture, de la vitesse? Elle a dit non. Il dit, ça tombe bien parce que moi je fais des rallyes. Alors, je ne vous cache pas que quand on est descendu, on était content de descendre. Ouais, c'est très intéressant. On va parler de vos romans. Où c'est qu'on peut retrouver vos romans? Parce qu'il y a des connexions, il y a des partenaires. Je suppose que vous faites les salons du livre, qu'on essaye, on l'espère pour vous en tout cas, que ça puisse booster vos ventes. Oui, vos ventes. Mais de rappeler, alors peut-être Marseille-la-Blanche, Bracelet d'écume, et le dernier peut-être un peu plus de parler de Voleurs de rêve, qui est le dernier en date, de nous donner un petit peu le synopsis et les grands axes. Il est 8h23 sur les ondes de Radio Galère. Il nous reste un bon petit quart d'heure avec vous, monsieur et madame Agnès, pour parler donc de cette passion pour l'écriture et le théâtre. Voilà, je m'adresse à vous, Bernard, Agnès, donc pour ces romans-là. Où c'est qu'on peut les trouver? Voilà, parlez-nous de vos partenaires. Où on peut les trouver, c'est... déjà, peut-être partout en librairie, mais pas nécessairement en exposition. On peut les commander partout, parce qu'ils passent par un système Librinova, dont c'est une aide à l'auto-édition, mais c'est quand même payant. On ne gagne pas grand-chose, nous, sur les livres. L'important, c'est de les vendre, effectivement, de se faire connaître. Et on peut les commander partout. En revanche, je veux souligner quelque chose d'important pour nous, c'est que le Mucem le vend, la librairie du Mucem le vend. C'est une référence, ça, en tout cas. C'est une grande référence. Pour nous. Il est dans les livres sur Marseille. Alors, donc, Marseille-la-Blanche y est depuis plus d'1 an et demi. Ils ont eu un peu Bracelet d'écume, mais il n'a pas pu être au même endroit parce qu'ils ont des endroits où ils mettent les écrivains de Marseille et qui écrivent sur Marseille. Donc celui-là, après, on l'a un peu oublié. En tout cas, d'être au Mucem, c'est quand même... Voilà, et là, maintenant, plutôt porteur. Ils ont commandé Voleurs de rêve. Il va y être à côté de Marseille-la-Blanche. Et donc, c'est pas étonnant qu'on ait envie d'écrire sur Marseille, d'ailleurs, parce qu'on est Marseillais, de naissance et de tout, de cœur. Voilà. Alors, justement, on y vient. Je vous en prie, allez-y. Et c'est vrai que Voleurs de rêve, c'est une autobiographie, c'est une autofiction qui part de notre rencontre quand on était jeune, qu'on s'est aimé, qu'on est parti en Italie. Je l'ai rencontrée, elle avait 14 ans, j'avais 15 ans. Magnifique, voilà. Quelle belle histoire. Et depuis, nous sommes ensemble. Et plus de 50 ans, c'est ça? Plus, 69 ans. 59 ans. 59 ans, magnifique. J'avais 14 ans. Bel exemple, en tout cas. Voilà, alors, moi, je vais continuer. C'est pour ça, d'ailleurs, que je crois que j'ai écrit Voleurs de rêve. Parce que ma petite fille qui vit à Lyon, qu'on ne voit que pendant les vacances scolaires, chaque fois qu'elle me rencontre, veut connaître des choses sur nous parce qu'elle commençait à être intéressée par les garçons et elle est époustouflée par la durée
oui. De votre amour. Ça se fait rare, il faut le dire, monsieur et madame Agnès, ça se fait rare. À notre époque, ça se fait rare. Oui, alors chaque fois, elle me dit, papy, raconte-moi des histoires. Alors, je lui raconte des histoires. Les histoires, ça peut être que des histoires qui me sont arrivées pendant le stop en Italie, en Sicile, etc. Parce qu'on fait des rencontres formidables de gens extrêmement généreux et aussi des gens qui sont complètement cinglés. Oui, et ça peut être très dangereux. On a risqué notre peau plusieurs fois comme ça. Oui, il faut le rappeler. Voilà. Et donc, je me suis, à force de dire, et surtout, comment vous êtes connu, de chercher des choses de plus en plus intimes. Et finalement, je me suis aperçu que je me suis dit, mais quand même, la vie que tu as eue, c'est une vie qui est quand même hors norme. Tout ce qui t'est arrivé et tous les voyages qu'il y a eu après, parce qu'après, il y a eu de nombreux voyages. Et comme on était fauchés, on voyageait, on couchait dans la voiture ou on couchait sur les plages, on couchait dans les jardins. Et pendant au moins 10-15 ans, ça a duré comme ça. Et quand on voyage comme ça, on rencontre le pire et le meilleur. Et donc, des histoires à raconter à Manon, la petite fille, il y en avait beaucoup. Quel âge a cette petite fille ? Elle a 16 ans maintenant. Oui, voilà. Elle est sur une couverture de vos livres, je crois d'ailleurs. Elle est sur la couverture de Bracelet. Elle est sur Bracelet d'écume, parce qu'elle devait avoir 7 ans. Si vous voulez la connaître, achetez ce livre et vous la verrez. Elle est adorable. Exactement, c'est un bon moyen de la connaître. Elle est adorable. Et d'ailleurs, je crois que cette... Voleur de rêve, donc de Marseille à Venise, en passant par l'Etna, le fameux volcan. Il me semble que cette couverture aussi est un coup de cœur que vous avez eu pour une artiste peintre qui a lu votre livre et vous avez décidé de récupérer en tout cas son tableau comme couverture. Et d'ailleurs, l'image est extrêmement parlante, extrêmement évocatrice. Je parle à mon nom, mais peut-être que mes collègues Richard et Christian vont donner leur ressenti. On acquiesce. Oui, c'est très beau. On est tombé en arrêt devant son tableau. Ce n'est pas son métier. Et pourquoi alors, justement alors ? Eh ben, parce qu'on l'a rencontré, parce qu'elle est prothésiste, Bernard avait besoin. Non, mais pourquoi ce tableau ? Pourquoi ce tableau ? Parce qu'il indique l'amour, et il indique l'homme qui supporte la femme, mais lui, il m'a rappelé les tableaux de la Renaissance. Il a dit... Quand on a découvert l'Italie, c'est d'abord la Renaissance qu'on a découvert. Et là, on dirait un David qui transporte sur son dos sa femme, qui est probablement son amante et sa muse, son modèle. Et ça m'a rappelé l'Italie, ça m'a rappelé la Renaissance. Et moi, ça me fait penser à Camille Claudel. Et alors, il a dit quelque chose de curieux à Nathalie, qui l'a fait sourire. Il lui a dit, nous, on est à l'image de ce couple, mais il faudrait aussi l'inverse, c'est-à-dire que la femme porte l'homme. Et pourquoi pas ? Mais en vérité, elle porte l'homme, c'est vrai. C'est pas la femme exactement, c'est la femme qui porte l'homme. Ouais, il faut dire que c'est mon agent littéraire, c'est mon inspiratrice, c'est ma muse. C'est tout, quoi. Bah, c'est génial. D'ailleurs, c'est ce que vous dites sur Voleur de rêve, c'est vivre sur la route, expose à des rencontres. Ouais. Vous l'avez dit, on y croise de la générosité et du danger. Entre les hippies, les filles fleurs, vous découvrez la liberté. Enfin, il y a évidemment beaucoup de paramétrages qui rentrent en ligne de compte. Oui. Et cette fameuse pause à Capri, on a tous en mémoire... Qui n'est pas fini. Qui n'est pas fini, voilà. Il y a ce un face-à-face avec la mort en escaladant l'Etna. Enfin, l'Etna, c'est un volcan. Enfin, je suis parti de Catane. Il faisait 40 degrés. Donc, je suis parti en short, en t-shirt et en tongs. En plein été, donc. Et l'Etna, c'est à 4000 et quelques mètres. Et oui. On est arrivé... Je t'ai dit, si on apportait un duvet. On a quand même apporté un duvet. Par sécurité. Et... heureusement qu'elle est là. Arrivé vers les 3500 mètres à peu près, il faisait complètement nuit. On était crevés, on se gelait. On s'est mis dans un fossé, on avait froid, on s'est dit on va mourir ici. Ah, surtout, vraiment ? Ah ouais. Oui. Surtout qu'il passait de temps en temps une voiture juste au bord du fossé. Des jeeps. Et finalement, on s'est aperçu, et on s'est dit, bon, mais on ne peut pas rester là, il faut marcher, il faut bouger. Et on s'est aperçu qu'on était à 100 mètres d'un refuge. Alors, on est allé dans le refuge. Et puis, finalement, comme on discutait un petit peu entre nous, ça a agacé un peu les gens. Ils nous ont dit de partir. C'était 3h du matin. On a marché encore pendant 1 heure. On est arrivé au sommet de l'Etna. C'était 4h du matin. Et c'était un spectacle absolument éblouissant. Quelle année ? En 67. 67 dans ce voyage. Et vous avez des souvenirs toujours aussi précis. C'est comme si c'était ça, c'est incroyable. Et moi, vous y êtes retourné depuis ? Non. On n'a pas moi, je suis redescendu. L'Italie, plus jamais ? Si, l'Italie, oui, mais pas l'Etna. Mais moi, je suis redescendu en tongs, et en tongs sur la lave,
En réalité, ils se sont retrouvés très vite en lamelles, en lambeaux. Ah ben oui, j'imagine. J'ai terminé pieds nus. Incroyable. Et finalement... Vous n'avez pas mesuré le danger à l'époque? Non. Ah non, pas Quel âge avez-vous à cette époque-là? 18 ans. J'allais dire à peine majeur. Elle non, avait 17 ans et demi et moi 18 ans. Voilà. Incroyable. Et voilà. Quelle belle histoire. Je vous en prie, donnez-nous vos ressentis, Richard et Christian. Il nous reste 10 minutes pour parler de vous. Moi, je trouve que Voleur de rêve, c'est extrêmement accrocheur. Alors, il y a évidemment Marseille la Blanche et les bracelets d'écume, mais on a envie d'en savoir plus. Alors, pour ceux qui sont amoureux de la littérature et amoureux des rencontres et de l'authenticité, je pense qu'il y a combien? On est à la 400 pages? Pourquoi Oui, pour Voleur de rêve, plus même. 600 pages. 600 pages, et voilà. encore, normalement, il y en avait 600, il y en avait plus, 682. 600 mais pages. du coup, ils n'ont pas fait, vous savez, page impair, etc. Ils ont serré, ils ont diminué l'écriture pour en avoir que 600 pages. Et celui-là, il en a 500, presque. Ça, c'est Bracelet d'écume. Ça, c'est Marseille la Blanche. Marseille la Blanche. Les auditeurs auditrices ne voient pas, en effet. Le seul qui est court, c'est Bracelet d'écume. Oui, voilà, c'est celui-là qui est... comme un conte, qui se lit facilement. Ouais, qui a une centaine de... C'est un petit, mais c'est un peu mon petit chouchou, c'est un petit peu comme mon petit prince à moi. C'est un conte moderne. Ça se passe au Liban, pendant la guerre au Liban, et c'est une histoire d'amour impossible entre des enfants. Célim, un jeune musulman. Qui est sur la couverture? C'est Manon qui est sur la couverture. On imagine, voilà, bien sûr. C'est Célim et Marie. Et Marie, une fille qui, elle, a 16 ans. Et donc, la différence d'âge et de religion fait que c'est un amour impossible. Mais lui, pour lui prouver son amour, il veut lui faire un cadeau. Mais quand, dans une ville en guerre, quand on n'a pas un sou, comment faire pour trouver un cadeau? Eh bien, il a une idée. Il va tuer... il va se battre en duel avec un rat. Et ce rat, il va le vendre à un restaurant en faisant passer pour du lapin. Et comme ça, il va pouvoir l'inviter à un restaurant au bord de la mer où la guerre n'est pas encore arrivée. Bon, écoutez... Comment va se terminer cette histoire d'amour? Il faut acheter le livre pour le savoir. Pour connaître la fin. Bernard Agnès. Ce que je voulais dire et que tu n'as pas dit sur Bracelet d'écume, c'est qu'il a été fait en dramatique radiophonique. Il est passé à France Culture. Oui. Et c'est Claude Guerre qui a fait la mise en scène, qui a fait la réalisation. Et pour ce roman, il a fait travailler un de ses amis qui a confectionné la musique. Ils avaient une musique spéciale, du blues, pour justement Bracelet d'écume. Ensuite, il a été aussi mis en espace à la Chartreuse d'Avignon par les élèves du Conservatoire d'Avignon. Oui, la Maison de la Poésie, il a déjà, par Claude Guerre, c'est lui qui a fait la réalisation radiophonique. Et après, il est devenu directeur de la Maison de la Poésie. sur Paris. Sur Paris. Oui, voilà, Saint-Denis. Ok. Sur Paris. Bon, parfait. Mais en revanche, c'est les élèves du Conservatoire d'Avignon qui ont fait la mise en scène parce qu'il avait été pris à Théâtral. Théâtral, ils ont pris Bracelet d'écume et Marseille la Blanche. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est extraordinaire, c'est un plaisir sans nom de voir des images, des personnages fictifs qu'on a inventés dans notre tête, qui d'un coup deviennent vivants. Et avec la musique, ça devenait presque une comédie musicale. C'était... Oui. Mais la musique apporte beaucoup. Hein. La musique apporte énormément. Cet amour impossible de ces deux jeunes au Liban, mais c'est un peu votre histoire aussi, parce que quand je regarde un peu votre biographie, je sais que ça n'a pas été facile aussi, vos débuts de couple par rapport à vos familles respectives. Donc il y a un peu de ça aussi qui se projette un peu, je suppose. Disons que moi, c'est le sujet de Marseille la Blanche, en fait. Je me suis senti toujours un immigré. Comme je suis issu d'une famille très très pauvre, où on ne savait ni lire ni écrire, moi je suis quand même arrivé jusqu'au doctorat de 3e cycle. J'étais mal reçu dans ma famille parce que mes parents ont tout fait pour que je ne puisse pas continuer mes études, pour que je devienne l'ouvrier de mon père. C'était pas bien vu de faire des études. Non, c'était pas bien vu à cette époque-là. Et finalement, en tant que prof, je sentais que je n'étais pas dans mon milieu. Pour moi, les profs, c'était des bourgeois, fils de bourgeois, qui allaient apprendre aux élèves à devenir des bourgeois aussi. Des bourgeois aussi. Et moi, ce que je voulais, c'était qu'ils deviennent eux-mêmes, qu'ils se découvrent, qu'ils sachent de quoi ils étaient capables.
Et je voulais leur montrer que chacun avait quelque chose en lui. Mais votre départ en Italie comme ça, très jeune, c'est aussi une fuite, je suppose. Voilà, il faut le dire ça aussi. Voilà. C'est un besoin. Une sorte de désaccord avec l'éducation qui était proposée par les parents. Enfin, il y avait cette histoire, voilà. Complètement. C'est une fuite, mais à la fois, c'est un grand désir de liberté. On va dire que finalement, par rapport aux hippies, on avait un an d'avance, je crois. Ben oui, on a fait notre 68 en 67. Et oui, 68 et donc, ans, je crois que c'était une libération. On ne pouvait plus supporter ce mode de vie. Lui, quand il disait qu'il apprenait ses cours, sa mère lui disait « Tu es un feignant, lève-toi, qu'est-ce que tu fais ? Va travailler, etc. » Est-ce que les relations se sont améliorées par la suite? Disons, moi, en fait, j'ai fait toutes mes études sous le pont du Vallon. Du Petit Nice. Quand il pleuvait, je me mettais sous le pont, autrement j'étais sur les rochers. Parce qu'à la maison, quelle belle classe sous le pont du Petit Nice, c'est merveilleux. Ah oui, c'est merveilleux, moi je trouve. Quand vous dites le Petit Nice, c'est quoi? Paseda, celui de... Oui. Ah, on est d'accord, voilà, oui, bien sûr. Alors il y a le restaurant Paseda. Oui, Les rochers. Désolé Sur les rochers. J'ai marketisé. Paseda n'existe pas à cette époque, c'était les rochers du Petit Nice. C'est pour que nos auditeurs... C'est là qu'on se retrouvait l'été avec elle, visualise. pour flirter, qu'on nous appelait Bébé Ventouse. Bébé Ventouse. C'est magnifique. Il nous reste 4 minutes. On est toujours en direct avec monsieur et madame Agnès pour nous parler notamment de leurs 3 romans et notamment du dernier. On le rappelle, Marseille la Blanche, Bracelet d'écume et Voleur de rêves. Toujours en direct sur les ondes de Radio Galère avec Christian et Richard. Richard, des questions, des ressentis en tout cas pour notre écrivain du jour, Bernard Agnès. Alors, moi j'avais juste une question concernant Voleur de rêves. Bon, vous diriez... que ce livre est fait pour des adolescents, pour des jeunes, des adultes. Des jeunes adultes. Pas des adolescents, non, parce qu'il y a des scènes moi, assez je dirais mieux des adultes restés jeunes. Voilà, parce que c'est quand on a un esprit qui est resté jeune, c'est merveilleux déjà de vous écouter, c'est déjà merveilleux, mais alors de vous lire, je suppose que ça doit être fantastique. On rêvait d'amour et de liberté. Voilà. Et la liberté, on se l'est prise, on se l'est volée, et on l'a vécu. Et moi, je trouve que par rapport aux jeunes de maintenant, ce qui leur manque, c'est ce qu'on avait nous, c'était l'espoir. Oui. Nous, on était extrêmement optimistes. On était pauvres, mais on ne s'en apercevait pas. On se disait, demain, ça sera un autre jour, demain, on aura du travail, ça marchera, etc. Ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Je le raconte dans le livre aussi. Voilà. Oui, c'est vrai que ça devrait donner de l'espoir à des jeunes parce que... Voilà, c'est ce que j'ai voulu. Je pense que vous racontez très bien la vérité de la vie, c'est que personne ne sait ce que demain est fait. Oui. Et que l'espoir, si on ne l'a pas à 20 ans ou par là, alors que faire ? Et là, c'est vrai que vous racontez une aventure formidable qui mêle toute une vie, quoi, d'action et de rebondissements, voilà. D'aventure, c'est une vie d'aventure. Mais c'est ça, c'est l'espoir. Il faut vivre avec ça. Si on n'est pas avec ça, je crois que c'est raté, quoi. Il y a une chose qui n'a pas expliqué, c'est le titre Voleur de rêves. Oui. Pourquoi les rêves ? Alors, c'est justement, ça fait référence aux artistes, à l'art. Alors, moi, je pense que... C'est la découverte de l'art en même temps en Italie. Je pense qu'une œuvre d'art, c'est un rêve matérialisé, soit par la peinture, par la sculpture, par la musique. Et moi, ce que j'aimerais, c'est peindre avec mes mots, sculpter avec mes mots, faire de la musique avec mes mots. C'est ça que j'avais dans la tête, c'est ça que j'essaie de faire. Je pense que vous arrivez très bien. Hein. Oui, je pense que c'est Et les voleurs de rêves sont aussi des passeurs de rêves parce que les artistes s'influencent mutuellement. Voilà. Oui, c'est vrai que voilà le artistique, il est bon. De toute façon, c'est un même milieu, en fait. Après, chacun choisit sa préférence, quoi. Voilà. Fait, hein. Bon. Voilà, écoutez, formidable. Bon. Et le prochain, alors, vous l'avez déjà en tête ? On en a 2. J'étais sûr. Ce serait de reprendre un scénario de mon fils pour France Culture sur le massacre arménien. Et le transformer en roman. Ça s'appellerait Molière au pays du Grand Turc. Molière au pays du Grand Turc. C'est encore le théâtre. Montrer que le théâtre est révolutionnaire. Et le second, ça serait
l'autre, l'écrire ensemble, à 4 mains. Écrire à 4 mains toutes les parties obscures qui ne sont pas données là, parce que parce qu'on n'a pas parlé non plus de scénario de film, mais votre vie mérite un film. Devait être un film aussi. Voilà, c'est tombé à l'eau, ça devait passer au théâtre à la fois à la Criée et à la fois au gymnase, et finalement c'est tombé à l'eau parce que les crédits ne sont pas allés au bon qu'on avait choisi, etc. Ça n'avait plus Ariane Mnouchkine qui voulait, pour m'aider, me présenter à Claude. Claude qui Lelouch. C'était Claude Lelouch. Manque de peau, je ne pouvais pas rester à Paris pour l'attendre. Lui, il était en Normandie, continuait un homme et une femme. Une rencontre ratée, là. Ça aurait été une belle rencontre. Beaucoup de rencontres, oui. Il y a eu quelques rencontres ratées comme ça. Oui. Bon, vous avez réussi la rencontre avec Radio Galère. Donc, oui. Donc tout redémarre. Et une rencontre vraiment très sympathique. Très, très plaisir. En tout cas, s'il y a un scénariste qui vous écoute, votre vie, c'est un très très beau film qui mérite d'être vu à l'écran. Moi, ce que j'aimerais... On va devoir conclure, on a déjà dépassé une petite minute, mais je vous laisse le dernier mot, Bernard Agnès. Alors, le dernier mot, moi, ce que j'aimerais, ça serait pouvoir jouer en théâtre de mes romans. L'adaptation théâtrale de vos romans. Lequel plus particulièrement Bracelet d'écume et Marseille la Blanche. Et j'aimerais voir Bracelet d'écume en bande dessinée. J'en rêve depuis que j'ai commencé. L'appel est lancé. Voilà. L'appel est lancé. On reçoit beaucoup de troupes théâtrales, donc on leur en parlera et vous pourrez me faire un mail et je le transférerai à tous les troupes théâtrales et notamment les théâtres avec lesquels on travaille depuis des années. Parce que moi, je pense pas. Déjà écrites. Bien sûr, j'en doute pas. Moi, je pense pas en mots, je pense en images. Je traduis les images en mots. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur et madame Merci Agnès. beaucoup à vous, c'était vraiment un plaisir. C'était un plaisir partagé. On reste en contact et n'hésitez pas, à l'aube de l'été, on peut se refaire une deuxième émission courant mai-juin pour reparler de vos projets, voir un petit peu ce qu'il en est. Et vous serez toujours les bienvenus sur les ondes de Radio Galère. Monsieur et madame Agnès, je le rappelle, Bracelet d'écume, Marseille la Blanche, Bracelet d'écume et Voleur de rêves. Tapez sur les moteurs de recherche, allez au Mucem. Merci. Les livres sont là. Achetez leurs livres, c'est fantastique. Leurs livres. On peut les acheter n'importe où, on les commande. Exactement. Et en tout cas au Mucem, c'est vrai qu'ils ont... sur Amazon. Et peut-être à l'affiche aussi en bas. Tout à fait. On va voir. Merci bien. 8h43, on a dépassé. Beaucoup, mais il y avait matière à dépasser. Restez juste avec nous pendant la pause, le temps d'envoyer la pause musicale. Babor Swing, c'est Richard qui nous l'a transmis dans les rues de Marseille. On revient juste après ça. Et puis donc, Sud Santé est avec nous, le syndicat Sud Santé, pour parler des retraites, des hôpitaux. De la grève. Il y a beaucoup de choses à